Ce soir à Zone Libre Enquête, un projet gigantesque qui n'en est qu'à ses débuts. Des centaines de kilomètres carrés de territoire seront dévastés. Des déchets toxiques non recyclables, des émanations massives de gaz à effet de serre. L'Alberta va devenir un cauchemar d'un point de vue écologique. Pour répondre aux besoins insatiables du marché américain, le Canada a décidé d'accélérer l'exploitation des sables bitumineux. Le gouvernement Harper a remis en question les accords de Kyoto. Seuls les pétrolières vont profiter de son plan Made in Alberta and written in Washington. America is addicted to oil. Pour faire fortune avec l'or noir, avons-nous abandonné notre indépendance? Est-il trop tard pour reculer? Du sable dans l'engrenage, une enquête de Guy Gendron et Jean-Luc Paquette, présentée par Jean-François Lépine. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de Zone Libre Enquête en 2007. Si on a tous cru voir les effets du réchauffement de la planète ces dernières semaines, nos politiciens, eux, y ont plutôt vu une façon de gagner des votes. C'est ainsi que le gouvernement Harper s'est empressé à remettre la question de l'environnement au sommet de son agenda. En nommant un ministre à la poigne de fer, John Baird, au portefeuille de l'environnement, Stephen Harper a promis de s'attaquer à cet immense problème de nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, comme vous allez le voir dans cette enquête de Jean-Luc Paquette, Guy Gendron et Monique Dumont, c'est ce même gouvernement qui, depuis son élection, a tout fait pour accélérer le plus grand bouleversement environnemental au Canada, l'exploitation des sables bitumineux en Alberta. Vous allez découvrir ce soir comment, dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement conservateur a renié tous les engagements du Canada en matière d'environnement pour assurer la sécurité énergétique de nos voisins américains. C'est un des moments forts du tourisme à Washington, la première semaine de juillet où l'on célèbre la fête nationale américaine. L'été dernier, ce n'est pourtant pas un État américain qui est à l'honneur sur la grande avenue piétonne du Mall devant l'édifice du Congrès, mais plutôt l'Alberta. Derrière les apparences folkloriques de l'événement se cache l'histoire d'une relation très particulière qui mélange pétrole, intérêts politiques et abandon des engagements internationaux du Canada. Hey, how are you doing? Tim Elder, I'm with Caterpillar. Pour le premier ministre Ralph Klein, c'est l'occasion d'afficher le nouveau statut de superpuissance pétrolière que les sables bitumineux procurent à sa province. Are there any other questions you have? No, no. C'est surtout la réponse canadienne aux problèmes soulevés par le président Bush quelques mois plus tôt. America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. If Americans are looking for security of supply, they need to look no further than to north of the 49th parallel. Du sable recouvert de bitumen, une forme de goudron très visqueux. Les premiers explorateurs l'ont découvert ici il y a plus de 100 ans, le long de la rivière Athabasca. Ils étaient loin de se douter de la quantité de pétrole qu'il contenait. 1700 milliards de barils, c'est 5 fois les réserves de l'Arabie saoudite. Au cours de la prochaine décennie, 100 milliards de dollars seront investis dans le développement de cette richesse enfouie sous la forêt boréale du nord de l'Alberta. Des milliards provenant d'un peu partout sur la planète. France, Pays-Bas, Japon, Chine et surtout, bien sûr, les États-Unis. Les gisements sont immenses. Ils s'étendent sur 140 000 km². C'est plus grand que la Floride. C'est énorme. Je pense que les gens ne comprennent pas
La taille de ce programme, c'est énorme. C'est loin, il fait froid l'hiver, c'est pas facile. C'est une question de stratégie géopolitique. Nous réaliserons un jour à quel point l'économie américaine, la politique extérieure des États-Unis et la relation canado-américaine ont été transformées par cette seule ressource, les sables bitumineux. Cette histoire, toujours en développement, n'est en effet pas banale. Certains diraient même qu'elle est plutôt troublante. Mesdames et messieurs, le chef du Parti conservateur du Canada, Stephen Harper et son épouse Laurie. Surtout avec l'accélération qu'elle a connue depuis l'élection il y a un an d'un nouveau premier ministre canadien, Stephen Harper, un conservateur de l'Alberta. Stephen Harper venait à peine d'être élu que le lendemain, les patrons de l'industrie pétrolière américaine se rassemblaient dans cet hôtel de Houston, au Texas, avec les dirigeants des grands projets d'exploitation des sables bitumineux. Nous avons obtenu de sources américaines le compte-rendu de la rencontre, convoqué bien sûr sous le gouvernement libéral de Paul Martin. La réunion est parrainée par le ministère canadien des Ressources naturelles et le département américain de l'énergie que dirige Samuel Bodman. We certainly are very anxious that the oil sands development be as swift as possible. Message reçu. Plusieurs des documents découlant de la rencontre parlent de multiplier par 5 la production des sables bitumineux sur une période relativement courte. 5 millions de barils par jour, ce serait le quart de la consommation américaine. Oui, les Américains ont vraiment besoin que la production canadienne atteigne 4 ou 5 millions de barils par jour d'ici 2015. Paul Michael Wiebe est un des grands spécialistes de l'aspect stratégique du pétrole aux États-Unis, un proche des départements de l'énergie et de la défense. Il faut que les gouvernements adoptent un nouveau système réglementaire pour que les oléoducs, les raffineries et les mécanismes d'exportation se mettent en place de la manière la plus économique possible et livrent la quantité maximum d'approvisionnement le plus rapidement possible. Et c'est précisément la conclusion qui se dégage des rapports de la rencontre obtenus par Radio-Canada. On y parle de la nécessité d'accroître substantiellement la capacité de raffinage du pétrole albertain aux États-Unis et bien sûr de construire de nouveaux oléoducs pour faire pénétrer plus profondément dans le marché américain les millions de barils de pétrole additionnels, aussi loin qu'en Californie ou dans le sud du Texas. L'Institut américain du pétrole, principal lobby de l'industrie, le reconnaît, le marché a soif. Sur la côte ouest, dans le golfe du Mexique, là où se trouvent les raffineries et les points d'entrée du pétrole étranger, il nous faut des oléoducs additionnels pour amener le nouveau pétrole canadien. Et les Américains veulent agir vite, de sorte que le document de la rencontre appelle les gouvernements canadiens et albertains à simplifier le processus d'approbation environnementale pour les oléoducs ou les projets énergétiques. Le rapport, rappelons-le, est coproduit par le ministère canadien des Ressources naturelles. Moi, j'ai jamais entendu au Canada parler d'une augmentation jusqu'à 5 millions de barils par jour. Le représentant de l'organisation écologiste Greenpeace, Stephen Guilbeault, à qui nous avons montré le compte-rendu de la conférence, n'en revient pas. On pourrait comprendre à la limite que des compagnies disent, bon, écoutez, là, monsieur le gouvernement fédéral, il faudrait faciliter le processus d'approbation environnementale, mais qu'un ministère du gouvernement canadien, dans un document, écrive qu'on doit faire ça, c'est quand même incroyable. C'est du sable bitumineux à son état naturel. Il est exactement comme lorsqu'on le sort de la mine. Extraire le pétrole des sables bitumineux n'est pas en soi très sorcier.
On pourrait le faire dans sa cuisine. So just to get us started here, I have a beaker of oil sand. Just like Suffit de verser un peu d'eau chaude, de bien brasser et d'attendre un peu. Le sable se dépose au fond alors qu'un produit noir et visqueux flotte à la surface. Sa structure moléculaire, l'une des plus complexes qu'on retrouve dans la nature, compte des centaines d'atomes de carbone. Il faudra la chauffer à plus de 500 degrés centigrades pour briser la molécule et en faire du pétrole, qu'on appelle donc synthétique. Pour produire un seul baril de pétrole à partir d'une mine de sable bitumineux, on doit extraire du sol une quantité impressionnante de terre et de sable. En moyenne, il en faut 4 tonnes, de quoi remplir un petit camion commercial. Encore une fois, pour chaque baril qui sort de l'usine de séparation du sable et du bitume. Il y a plusieurs procédés pour effectuer cette séparation, mais tous ont en commun une chose, ils nécessitent de l'eau, beaucoup d'eau. En moyenne, entre 2 et 5 barils d'eau douce pour produire chaque baril de pétrole. Or, on en produit aujourd'hui plus d'1 million par jour, et ce n'est qu'un début. Déjà, la région compte les plus grandes mines de la planète. À elle seule, celle de la compagnie Syncrude fait 35 km². Depuis le début de leur exploitation, on a prélevé ici, dans le sol, plus d'1,5 milliard de tonnes. Un volume supérieur à la Grande Muraille de Chine, le canal de Suez, les pyramides égyptiennes et les 10 plus gros barrages au monde réunis. Or, après tout ça, on n'a extrait que 3% des réserves de pétrole de la région. Ces 100 milliards de dollars d'investissement laisseront des trous qu'on pourra encore voir de l'espace dans 1000 ans. David Schindler de l'Université de l'Alberta est une des sommités mondiales dans le domaine de l'environnement aquatique. Il est temps qu'on s'interroge sur l'avenir des sables bitumineux. Jusqu'à maintenant, nous avons été fascinés par les profits, mais les conséquences environnementales ont échappé au débat public. Depuis des milliers d'années, la région de Fort McMurray est habitée par des Autochtones des nations Cris et Déné. Ils sont aujourd'hui regroupés sur une réserve à Fort McKay, au bord de la rivière Athabasca. Plus qu'une rivière, c'est la source traditionnelle de subsistance de la communauté, rappelle Margaret McDonald, une des doyennes du village. L'automne, on allait pêcher près de la mine Suncor. On conservait beaucoup de poissons pour l'hiver. Ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est trop pollué. Fort McKay est littéralement encerclé par l'industrie des sables bitumineux qui a planté tout autour les plus grosses mines de la planète. Voyez la carte, les 3 S, Syncrude, Suncor et Shell, bientôt celle de CNRL. Oui, c'est vraiment trop. Peu importe d'où vient le vent, nous avons toujours cette odeur. Plusieurs personnes en sont malades. Mon mari a été malade, ma mère, moi aussi. Pollution de l'eau et de l'air, le gouvernement fédéral n'a rien fait pour nous protéger, dit le chef de la réserve, Jim Boucher. Et donc, après avoir combattu pendant des années l'expansion des projets de sable bitumineux, le conseil de bande a décidé de baisser les bras. Baisser les bras pour tendre la main à la compagnie Shell et se lancer dans l'extraction des 500 millions de barils de pétrole qui se trouvent sous la réserve. Notre communauté ne peut plus répondre à ses besoins par la chasse, la pêche, la trappe et la cueillette. Nous n'avons aucun autre avenir que dans l'exploitation minière. Les investisseurs se présentent maintenant à Fort McKay par autobus entier. Saviez-vous qu'il y avait autant de pétrole ici? C'est incroyable. Et je crois que la plupart des Américains n'en reviendraient pas.
La plus grande partie de votre pétrole est importée. D'après vous, quel est le principal fournisseur des États-Unis? D'après moi, c'est l'Irak. Je dirais l'Irak. Je croirais bien sûr que c'est un pays du Moyen-Orient. Peut-être l'Arabie saoudite. Venezuela. Try again. Iraq. Try again. Russia. La réponse est le Canada. Oh, really? Yeah. Canada. The answer is Canada. Really? Yeah. Canada? Le Canada? Sans blague? Mon mari travaille dans le pétrole et son territoire couvre Calgary. Yes. Et vous saviez pas que c'est de là d'où vient le pétrole? Non, désolé. Canada? Yeah. I didn't know that. Okay, thanks. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. Une semaine après l'élection de Stephen Harper et quelques jours après la rencontre de Houston, le président George W. Bush se présente au Congrès pour le discours annuel sur l'état de l'Union. Son administration s'embourbe dans la guerre en Irak. Le prix du pétrole ne cesse de grimper. Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem. Le président Bush fixe un objectif: réduire de 75 % les importations de pétrole en provenance du Moyen-Orient. And make our dependence on Middle Eastern oil a thing of the past. Il souhaite réduire la quantité de pétrole provenant du Moyen-Orient d'1,5 million de barils par jour d'ici 2015. Il ne l'a pas dit, mais c'est clair que le pétrole de remplacement va provenir du Canada. Nous, on se dit, la parade, elle passe. C'est une ville. C'est une ville. Puis, au gros de l'affaire, tu as 6 000 personnes qui travaillent dessus. Réal Doucet est le grand patron du projet Horizon. La nouvelle mine que la compagnie CNRL souhaite ouvrir en 2008 dans la région de Fort McMurray. Il s'agit du plus gros investissement de l'histoire dans le nord du Canada. Les sables bitumineux, c'est pas 1 million, c'est 1 milliard. C'est, comme notre projet, nous, là, c'est tout près de 7 milliards, la première phase. 10 milliards et demi pour les 3 phases. C'est de l'investissement pendant 5, 6, 7 ans. Et là, on retire les bénéfices. Aujourd'hui, ce n'est qu'un immense chantier de construction, le plus gros projet énergétique du continent. Notre gisement, on a 6 milliards de barils. On prévoit une cinquantaine d'années, 75 ans. Si on restait à la grosseur qu'on est là, on aurait pour 75 ans. Et on sait qu'on ne manquera pas de clients. La demande mondiale pour le pétrole est en hausse constante, gonflée par la croissance asiatique. Une concurrence qui énerve de plus en plus aux États-Unis. Le sénateur Orrin Hatch est un poids lourd républicain en matière d'énergie et un proche de la Maison-Blanche. Il y a l'Inde et toute l'Asie, surtout la Chine, qui consomment de plus en plus de pétrole. Nous devons tout faire pour répondre à la demande de pétrole dans notre hémisphère. Ça tombe bien. Quelques semaines après l'appel du président Bush, du jamais vu, une province, l'Alberta, installe sa propre mission économique à l'intérieur de l'ambassade canadienne à Washington, juste en face du Congrès américain. Le représentant albertain est Murray Smith, ancien ministre de l'Énergie de la province. Il a déjà ses entrées dans la famille Bush et auprès du vice-président Dick Cheney. Sa mission, attirer l'attention des investisseurs et des décideurs américains et les rassurer. Ils peuvent compter sur les Canadiens pour ne pas mettre de bâton dans les roues du développement accéléré des sables bitumineux. Now, if I can, just for a minute, paraphrase the great American humorist Will Rogers, we've never met a pipeline we didn't like.
Fin mars 2006, Stephen Harper et George W. Bush se rencontrent pour la première fois, à Cancun, au Mexique. C'est l'occasion pour le Texan et l'Albertain de donner une direction à leur relation. Ce sera leur intérêt commun pour le pétrole. We're in an integrated energy market, so we talked about some significant initiatives in that area that we're going to work on over the next few months. We want to make sure that we've got national security concerns addressed when it comes to energy. There's a very strong consensus. Il y a un très large consensus, surtout avec le gouvernement Harper au pouvoir, le gouvernement Bush et celui de l'Alberta, qu'il y a trop d'obstacles réglementaires et qu'il faut les éliminer ou les simplifier afin de permettre d'augmenter les livraisons de pétrole vers les États-Unis. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a great Canadian, a great supporter of the energy industry, and a great friend of America, the Honorable Ralph Klein, Premier of Alberta. Côté américain, on ne lésine pas sur les moyens, comme on l'a vu quand Ralph Klein s'est rendu à Washington fin juin pour promouvoir l'accélération du développement des sables bitumineux. Jamais un premier ministre d'une province canadienne n'a eu droit à un tel accueil. Il est reçu à la résidence du vice-président Dick Cheney, puis le département d'État organise un banquet en l'honneur du chic albertain. Alberta has often been called the Texas of the North. And we take that as a compliment. Hello. Ralph Klein rencontre aussi d'influents législateurs républicains, comme le sénateur Pete Domenici, pour qui le pétrole albertain, c'est effectivement comme celui du Texas. Why would the production not increase, and where would it go? It would obviously go to the United States of America. Actuellement, toutes les exportations du pétrole albertain vont aux États-Unis, acheminées grâce à un réseau d'oléoducs de plus de 16 000 km, principalement vers la région de Chicago. Avec 1 million de barils par jour, le Canada est le principal exportateur de pétrole dans le marché américain. Pas une goutte ne va aux raffineries de l'Est du Canada qui s'approvisionnent au Proche-Orient et en mer du Nord. Mais le réseau fonctionne au maximum de sa capacité, tout comme l'économie albertaine, qui montre des signes de surchauffe. Pour monter mon équipe, j'ai été obligé d'aller me chercher des gens qui viennent de l'Inde, des gens qui viennent du Venezuela, des gens qui viennent de l'Angleterre. J'ai 67 pays actuellement représentés dans mon projet. La pénurie de main-d'œuvre dans la région de Fort McMurray est telle que CNRL a dû construire sa propre piste d'atterrissage à côté de la mine. Tous les jours, un Boeing 737 y amène des travailleurs de partout au pays. Calgary, Montréal, Moncton ou Terre-Neuve. Des employés à qui on offre de loger gratuitement dans les campements érigés à proximité du chantier. Ces camps peuvent accommoder plusieurs milliers de personnes. La main-d'œuvre locale est rare et coûte cher, comme tout le reste dans la région. Mais croyez-le ou non, la grue qu'on a sur notre site actuellement, elle vient du Brésil. Démontée, emmenée par bateau, remis sur les trains, montée à Fort McMurray pour 6 mois, redémontée, retournée au Brésil, moins chère que celle qui était à 50 km de chez nous. La région connaît l'inflation la plus élevée au pays, surtout dans le domaine du logement où les prix sont gonflés par l'arrivée massive de travailleurs. Trop tard pour cette magnifique maison mobile près du centre-ville de Fort McMurray, elle a été vendue 750 000 $. Celle-là, une rustique authentique, plus d'1 demi-million. En banlieue, on construit un tout nouveau quartier de 1200 maisons. Prix moyen 600 000 $. Trop de développement, trop vite, les services publics sont débordés, au point où la ville de Fort McMurray annonce qu'elle s'opposera à tout nouveau projet pétrolier tant que la province ne l'aidera pas à mieux absorber cette croissance débridée. Ladies and gentlemen, the President of the
United States and the Prime Minister of Canada. Le 6 juillet, Stephen Harper effectue sa première visite à la Maison-Blanche, où George Bush l'accueille en lui lançant « Les Albertains sont en ville ». Et ils n'y sont pas pour calmer le développement pétrolier, au contraire. Nous avons discuté du rôle critique que peut jouer le Canada et en particulier les sables bitumineux pour assurer la sécurité énergétique. Une semaine plus tard, la guerre éclate au Liban. L'instabilité politique de la planète pétrole est à son maximum, avec la crainte que le conflit s'étende en Syrie et surtout en Iran. Comme si l'enlisement américain en Irak n'était pas suffisant. La position anti-américaine du président Chavez du Venezuela. Ayer estuvo el diablo aquí. Il va traiter George Bush de diable en pleine Assemblée des Nations Unies, ajoute à l'inquiétude sur les approvisionnements de pétrole de cet important fournisseur. Huele a azufre todavía. C'est ainsi que le prix, déjà en hausse continue depuis l'an 2000, fracasse record après record, au-dessus de la barre des 78 $ américains, avant de se replier un peu. Mais ça laisse encore beaucoup de place pour les profits. On est capable de sortir un baril de pétrole dans les sables bitumineux pour 12 à 15 $. Ben, c'est là, wow, oui, c'est intéressant. Puis c'est là que les compagnies et les investisseurs arrivent et disent, ben écoutez, à long terme, on ne veut pas un prix du pétrole à 10 $, à 12 $. Alors, OK, c'est un gros risque, mais on sait qu'il y a une garantie. De la musique aux oreilles de Samuel Bodman, qui, à la mi-juillet, devient le premier secrétaire américain à l'énergie de l'histoire à se rendre sur les chantiers de sable bitumineux en Alberta. Sam Bodman reçoit le titre de citoyen honoraire en présence de Ralph Klein, qui va l'accompagner tout au long de sa visite en Alberta. Having a supply of energy, and hopefully one that can be increased with time, is crucial. Le même jour, le premier ministre Stephen Harper se trouve à Londres, une occasion de claironner à la face du monde le nouveau statut que les sables bitumineux vont procurer au Canada grâce aux conservateurs. En fait, une superpuissance énergétique que notre gouvernement a l'intention de bâtir. It's a daily relationship that we have with Canada. Greg Stevens, adjoint du secrétaire américain à l'énergie, confirme que les deux gouvernements sont en contact quotidien. Et il se souvient que lors de leur visite en Alberta, à laquelle participait le ministre canadien des Richesses naturelles, Gary Lunn, on a assuré au secrétaire Bodman que la production pourrait atteindre 5 millions de barils par jour. He said, "Show me." M. Bodman a dit, faites-en la preuve. Nous serons preneurs parce que nous voulons diversifier nos approvisionnements le plus possible. L'Alberta va devenir, à toute fin pratique, un cauchemar d'un point de vue écologique si on devait se rendre jusqu'à 5 millions de barils par jour. Il faut voir les problèmes qu'on a déjà en Alberta avec la production d'1 million de barils par jour. Une des grandes inquiétudes concerne les prélèvements d'eau de la rivière Athabasca par l'industrie. 2 fois la quantité d'une ville comme Calgary, avec plus d'1 million d'habitants. Et puis, il y a ce que l'on fait de l'eau, une fois souillée dans le processus de séparation du sable et du bitume. Le mélange toxique est rejeté dans d'énormes bassins de décantation retenus par des digues, parfois situés à quelques dizaines de mètres seulement de la rivière Athabasca. Ces bassins font aujourd'hui plus de 50 km². C'est la superficie du lac Memphremagog, mais d'une étrange couleur. Nuit et jour, des coups de canon résonnent pour effrayer les animaux et les empêcher de s'approcher. Cette soupe chimique leur serait fatale. C'est une soupe chimique préoccupante, surtout à cause des acides méthaniques et des métaux toxiques et de la salinité élevée de l'eau.
qui rend les rejets tellement corrosifs qu'il devient impossible de les recycler. L'autre grande inquiétude, les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, que les cheminées de la région crachent par millions de tonnes. C'était 16 millions il y a 10 ans. En 2010, ce sera 4 fois plus, 65 millions de tonnes. Et cela préoccupe celle qui, à Ottawa, a le mandat de surveiller la performance du gouvernement en matière d'environnement. Il est très douteux qu'on puisse réaliser la réduction telle on s'est engagé à le faire avec l'accord de Kyoto si la question des sables bitumineux n'est pas considérée comme une priorité et attaquée de front. Selon le dernier inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, avant l'explosion de la production dans les sables bitumineux, l'Alberta était responsable, en 1995, de 17 % des émissions canadiennes. En 2003, le chiffre le plus récent, c'était plus du double, 37 %, alors que la province ne compte que 10 % de la population au pays. Une grande partie de ces émissions vient de la consommation astronomique de gaz naturel utilisé pour chauffer les sables bitumineux. Actuellement, 600 millions de pieds cubes par jour. Dans 5 ans, ce sera 2 milliards. D'autres sources d'énergie sont à l'étude. La compagnie française Total a évoqué une centrale nucléaire. On parle aussi et surtout du charbon, grand émetteur de CO2. Rien pour rassurer les écologistes. La question que peu de gens se posent dans ça, c'est oui, on fait de l'argent, mais à quel prix? Combien ça nous coûte? L'industrie pétrolière n'aime pas être pointée du doigt. Elle qui a investi des milliards de dollars à Calgary et transformé cette ville en l'une des plus dynamiques du continent. Elle estime que les gouvernements sont bien contents de remplir leurs coffres et qu'elle contribue à l'emploi au pays. Il y a un prix qui vient avec ça. Est-ce que les gens sont prêts à voir que les États-Unis simplement achètent leur production du reste du monde avec aucun bénéfice au Canada? On trouve que ça fait aucun bon sens. Fin septembre, après plusieurs reports dans la présentation de la politique environnementale de son gouvernement, Stephen Harper se rend à New York, devant le prestigieux Economic Club. He was born in Toronto, Ontario, and later moved to Alberta, where he worked in the petroleum industry. Présenté à l'élite financière américaine comme un ancien de l'industrie pétrolière, le premier ministre prédit que d'ici 2015, soit dans 8 ans à peine, le Canada sera l'un des principaux producteurs de la planète, et cela au bénéfice des États-Unis. Bonsoir, mesdames et messieurs. The United States' largest energy supplier is its largest trading partner, its best friend, an enduring democracy that believes in free markets and binding contracts. Our strong... Des propos qui réjouissent cette élue républicaine de l'Oklahoma, ancienne présidente des pétroliers indépendants. Quelle bénédiction qu'il y ait cette ressource au Canada que nous pouvons partager. Et à très long terme, pour 50 ans, une source d'énergie qui nous rend moins vulnérables. Nous n'aurons pas à envoyer nos enfants se battre dans un pays étranger pour protéger ces sources de pétrole. Pas en Alberta. C'est vrai. Quelle bénédiction. On vient de le voir, l'engrenage des décisions du Canada en faveur des États-Unis ne s'est pas démenti tout au long de l'année dernière. Vous allez découvrir maintenant jusqu'à quel point le gouvernement Harper a remodelé la politique canadienne en matière d'environnement pour répondre aux attentes de Washington, en particulier en ce qui a trait à Kyoto. En élisant Stephen Harper, les Canadiens pouvaient avoir des doutes sur ses intentions relativement à l'accord de Kyoto. Le programme conservateur contenait à peine une vague promesse d'adopter un plan canadien axé sur les nouvelles technologies pour lutter contre les gaz à effet de serre. Mais dès le lendemain de l'élection, Ralph Klein, qui en sait sans doute davantage sur l'avenir,
prononce un discours à Toronto devant l'Institut C.D. Howe, un des groupes de réflexion les plus influents au pays. Les semaines et les mois qui viennent seront passionnants pour nous au gouvernement et aussi pour l'Institut C.D. Howe. Vos travaux seront d'une importance cruciale au moment où le nouveau gouvernement redéfinit les orientations canadiennes. Or, depuis des années, le C.D. Howe publie des analyses dénonçant les cibles de réduction acceptées par le Canada dans le cadre de Kyoto et les méthodes prises pour les atteindre. Minister of the Environment. Madame Rona Ambrose, ministre de l'Environnement. Le 16 février, Stephen Harper désigne Rona Ambrose comme ministre fédéral de l'Environnement. Cette Albertaine n'est pas étrangère au dossier des changements climatiques. Elle a conseillé Ralph Klein dans son opposition au protocole de Kyoto. Comment croire qu'elle pourrait défendre l'engagement du Parlement canadien à respecter cet accord? Quelques semaines plus tard, commence à circuler le procès-verbal du sommet de l'industrie des sables bitumineux qui s'est tenu à Houston le lendemain de l'élection canadienne. On y apprend qu'il y a front commun des gouvernements canadiens et albertains pour réclamer davantage de transformation et de raffinage en sol canadien. Le document explique que cela serait doublement utile. D'abord parce que les Américains manquent de raffinerie, ensuite parce que le raffinage du brut albertain dégage une odeur plutôt nauséabonde. Bien sûr, accroître la transformation et le raffinage en Alberta, ça va augmenter d'autant les émissions canadiennes de gaz à effet de serre. Et pourquoi pas, demande l'Association pétrolière du Canada. Il faut toujours se souvenir qu'on peut réduire nos émissions, on va simplement faire tout le raffinage aux États-Unis. Ça aide personne. The Honorable Minister of the Environment. Première étape, et c'est la ministre Ambrose qui va s'en charger, il faut se défaire des cibles de réduction des gaz à effet de serre de Kyoto, les discréditer. We would have to pull every truck and car off the street, shut down every train, and ground every plane to reach the Kyoto target that the Liberals negotiated for Canada. À noter, aucune suggestion de réduire les rejets de l'industrie pétrolière. Cette sortie coïncide avec la publication par le C.D. Howe d'une étude au titre incendiaire, « Brûler notre argent pour réchauffer la planète ». Le document dénonce les subventions fédérales aux mesures d'efficacité énergétique et aux programmes de sensibilisation du public mis en place par le gouvernement libéral. Ces mesures, par exemple le programme Énerguide, sont jugées par le C.D. Howe comme coûteuses et improductives. Ce sont les mêmes arguments qu'utilise le ministre des Ressources naturelles, Gary Lunn, pour annoncer le même mois l'abolition d'une vingtaine de ces programmes d'efficacité énergétique. This is not efficient, it's not effective, that's not how this government's going to govern. Précisons que l'organigramme du C.D. Howe se lit comme un bottin de l'industrie albertaine du pétrole. Son président est Tim Hearn, PDG d'Imperial Oil, contrôlée par la plus grosse pétrolière au monde, l'américaine ExxonMobil. Dans le comité de direction, on retrouve entre autres les patrons de Shell et de Encana, plus importants producteurs indépendants de gaz naturel en Amérique du Nord, et aussi ceux de la compagnie CNRL et d'Enbridge, propriétaire du principal oléoduc transportant le pétrole brut albertain vers les États-Unis. Rappelons aussi que lorsque Stephen Harper est devenu chef du Parti conservateur en 2004, il a recruté comme directeur de son bureau politique le chercheur et analyste du C.D. Howe, Ken Bosson-Cole. Aujourd'hui, nous révèle le registre fédéral des lobbyistes, M. Bosson-Cole représente les intérêts d'entreprises énergétiques auprès du bureau du premier ministre et du ministère de l'Environnement. En Alberta, où le ministère de l'Environnement se trouve dans un édifice portant le nom de Plaza du pétrole, on sent la pression diminuer. Ralph Klein a carte blanche pour ouvrir les vannes à Washington. We welcome further investment to increase Alberta's refining capacity.
And I think it helps that a fellow Calgarian is Canada's new Prime Minister. Deux jours plus tard, le gouvernement fédéral fait disparaître son site Web portant sur les changements climatiques. À sa place, on invite maintenant l'internaute à visiter le site du ministère des Ressources naturelles pour apprécier la contribution de ce secteur à l'économie canadienne. Une contribution qui est énorme. Le chef libéral Stéphane Dion avait confié au New York Times qu'aucun ministre de l'Environnement au monde n'aurait pu bloquer le développement des sables bitumineux parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Aujourd'hui, il estime que cette industrie est un des plus grands défis du Canada. C'est sans doute la région dans le monde développée qui a la plus forte croissance économique et les plus graves enjeux environnementaux combinés. Si on réalise la jonction des deux, économie et environnement en Alberta, on pourra exporter ce savoir partout dans le monde et faire des mégatonnes d'argent avec ça. Une des avenues les plus prometteuses, capter le CO2 avant qu'il ne s'envole dans l'atmosphère, le comprimer, puis l'injecter à plus d'1 kilomètre de profondeur dans le sol où il restera captif. La technique, appelée séquestration du carbone, est déjà utilisée aux États-Unis. Le plus connu de ces projets se trouve à Weyburn, en Saskatchewan, où il a permis de donner une nouvelle vie à un champ de pétrole qui s'épuisait. C'est qu'une fois comprimé, le CO2 agit comme un solvant dans les entrailles du réservoir. Nous produisons 30 000 barils par jour, notre volume le plus élevé depuis 1971. La compagnie Encana, propriétaire de l'exploitation, en a triplé le rendement et prolongé sa vie de 25 ans tout en débarrassant l'atmosphère de 100 millions de pieds cubes de gaz à effet de serre par jour. Mais d'où provient ce gaz? Le CO2 provient de Beulah, au Dakota du Nord. Et oui, les gaz à effet de serre qu'on enfouit au Canada sont américains. Ils proviennent par pipeline d'une usine au charbon du Dakota du Nord. La province voisine, l'Alberta, est le plus gros émetteur de CO2 au Canada et on importe le CO2 des États-Unis pour la Saskatchewan. C'est incroyable. L'industrie du pétrole attend des gouvernements des incitatifs fiscaux pour mettre en place un véritable réseau de transport et de séquestration du CO2. Quand l'industrie va trouver un avantage d'améliorer l'écologie, évidemment qu'ils vont le prendre. Je pense que c'est vers ça qu'il faut s'en aller, nous. Le problème pour les écologistes, c'est que l'industrie pétrolière est déjà la plus subventionnée de l'économie canadienne. Pour eux, il faut d'urgence plafonner les émissions et laisser à l'industrie le choix des moyens pour y arriver. À l'automne, après de nombreux reports, le premier ministre canadien dévoile son plan environnemental. On y voit apparaître un nouveau concept, la réduction de l'intensité des émissions, calqué sur l'approche adoptée par George W. Bush en 2002 lorsqu'il s'est retiré de Kyoto. La réduction de l'intensité, ça signifie pour les pétrolières qu'elles pourront augmenter leur pollution sans limite, mais à une condition: continuer à faire ce qu'elles font déjà, réduire leurs émissions polluantes par baril. Mais elles demeurent tout de même considérables, rappelle Don Wolinovich, le spécialiste des sables bitumineux à l'Institut Pembina, le principal groupe écologiste en Alberta. Par rapport au pétrole conventionnel du Texas ou de l'Arabie saoudite, celui des sables bitumineux produit encore 3 fois plus de gaz à effet de serre par baril. Même s'il y a des améliorations, c'est encore beaucoup plus que le pétrole traditionnel. À la mi-octobre, Rona Ambrose dépose son projet de loi sur la qualité de l'air. For the first time in Canadian history, we will actually have national air quality objectives, and that will reduce smog. Le projet veut s'attaquer à la pollution de l'air, pas au réchauffement climatique, en tout cas pas tout de suite. Est-ce que le premier ministre va admettre que seuls les pétrolières vont profiter de son plan Made in Alberta and written in Washington? C'est vrai. Alors, Avec Kyoto, le Canada s'était engagé, comme 35 pays,
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2012 à 6 % sous le niveau de 1990. Or, les émissions canadiennes ont en fait augmenté de 28 % sous le règne libéral, faut-il préciser. L'écart est un des pires de la planète. Cet homme s'appelle Frank Luntz. Spécialiste républicain des sondages, il est l'architecte de la position de George W. Bush en matière d'environnement. À l'automne, un reportage du réseau anglais de Radio-Canada nous apprenait que le gouvernement conservateur a fait appel à lui dans les semaines précédant le dépôt du projet pour obtenir des conseils stratégiques. J'ai présenté un discours devant un groupe de conservateurs et je leur ai suggéré plusieurs fois de tenir les libéraux responsables de la situation. La recommandation, dit-il, avait une portée générale, mais elle n'a pas tardé à être mise en pratique dans le domaine de l'environnement. When Canada's new government assumed office this year, we found an unacceptable situation. Lors de la conférence de l'ONU sur les changements climatiques à Nairobi en novembre, Rona Ambrose a publiquement blâmé le gouvernement libéral pour justifier l'abandon des cibles de Kyoto. We found that measures to address climate change by previous Canadian governments were insufficient and unaccountable. Malgré plusieurs dizaines de demandes étalées sur 5 mois, nous n'avons pu obtenir une entrevue avec la ministre Ambrose sur son plan de réduction des gaz à effet de serre. Un plan qui évoque une réduction des émissions impressionnante entre 45 et 65 %, mais très éloignée. On vise l'année 2050. Stephen Harper aura alors 91 ans. Alors, les compagnies pétrolières peuvent aller, c'est vraiment le Klondike. On développe tout ce qu'on peut développer et on produit tout ce qu'on peut produire. Alors, le pied sur l'accélérateur, là. Oh, oui, on était à 200 km/h. Il n'y a pas de limite de vitesse sur cette autoroute-là. L'appétit pour le pétrole, l'appétit américain en particulier, semble illimité. Mais l'environnement canadien, lui, peut-il en prendre indéfiniment? Jusqu'où le marché peut-il déterminer le rythme d'exploitation des sables bitumineux? Et si le marché n'a pas toutes les réponses, qui pourra un jour dire « assez, c'est assez ». Pendant 25 ans, la militante écologiste Martha Koschuk a été une des rares voix dans l'ouest du pays à s'élever contre l'industrie pétrolière albertaine. Nous sommes de grands exportateurs de pollution, de gaz à effet de serre, de pétrole. 70% de notre pollution se dirige vers l'est du pays et cela provoque de sérieux problèmes de pluies acides. Aujourd'hui, disent les sondages, une majorité d'Albertains s'inquiètent de la situation. Et des groupes comme le Parkland Institute à Edmonton plaident pour que le Canada se donne une véritable politique énergétique qui s'affranchisse du marché américain. On doit d'abord se préoccuper des besoins canadiens. Les États-Unis ont leur propre politique énergétique qui met la priorité sur la sécurité des approvisionnements. Et cette sécurité passe avant tout. Le Canada doit aussi se préoccuper de ses propres besoins. Personne ne le fera à notre place. Maintenant que les Américains ont presque épuisé leur pétrole, ils veulent le nôtre. Et quoi ensuite? D'où viendra notre énergie? Notre pays est plus grand et plus froid que les États-Unis. Les prochaines générations de Canadiens n'ont-elles pas un droit d'accès à notre pétrole plus grand que quelques multinationales américaines? C'est à Houston que se concentrent les sièges sociaux des plus grandes pétrolières américaines. La région est aussi un important port d'entrée pour le pétrole venant du Moyen-Orient, du Mexique et du Venezuela. On y retrouve le tiers de la capacité de raffinage aux États-Unis. Nous sommes reconnus comme la capitale mondiale du pétrole. Sheila Jackson-Lee représente Houston au Congrès américain. Aux élections de novembre, plus des 3/4 des électeurs ont voté pour cette démocrate qui s'inquiète de voir Stephen Harper s'aligner sur George W. Bush en matière d'énergie et d'environnement.
Votre premier ministre peut bien être obnubilé par le pétrole, mais la responsabilité de vos dirigeants est de s'occuper des préoccupations de tous les Canadiens, pas seulement des Albertains qui désirent avoir plus d'investissements dans leur région. Il faut voir l'impact dans tout le pays. Les États-Unis sont le pays le plus énergivore de la planète. Le Canada est tout près derrière. En s'engageant à nourrir l'appétit américain, davantage et encore plus vite, le Canada risque de s'éloigner irrémédiablement de ses engagements à lutter contre les changements climatiques. C'est la conviction de celle qui agit comme chien de garde du gouvernement fédéral en matière d'environnement. On dit que quelles que soient les mesures que le gouvernement fédéral mettra en place pour réduire les gaz à effet de serre, si la question des sables bitumineux n'est pas prise en compte, toutes ces mesures-là vont être finalement annulées en termes d'effet parce que la croissance va continuer à s'en aller de façon exponentielle. Or, rien dans les décisions prises par le gouvernement Harper depuis un an ne contribue à ralentir cette croissance. Au contraire, ses engagements auprès de Washington et ses actions en matière d'environnement témoignent d'une volonté d'accélérer le mouvement. La question de l'environnement, particulièrement de la lutte au réchauffement climatique, s'annonce comme un des principaux enjeux des prochaines élections fédérales. Ça pourrait aussi être l'avenir des sables bitumineux qui se trouvent dans la balance. C'est tout pour cette semaine à Zone Libre Enquête. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet. Zone Libre Enquête est rediffusée tous les samedis au Réseau de l'information à 22 h. Au nom de toute l'équipe ici à Montréal, merci d'avoir été au rendez-vous. À la prochaine.